La Coupe du Monde en Allemagne a été une toute autre affaire. Je rêvais de ce moment depuis des années, tout en me disant souvent que cela resterait un rêve, que cela ne serait jamais une réalité. Je n'aurais jamais osé imaginer un scénario plus extraordinaire, celui dans lequel j'inscrivais le tout premier but de notre pays en Coupe du Monde face à l'Argentine, l'équipe pour laquelle mon héros Maradona avait joué. Pourtant, c'est ce qui s'est passé lors de notre premier match. Et bien que nous l'ayons perdu, ce début de tournoi a été pour moi onirique. Nous faisions partie d'un groupe très coriace, qui comprenait, en plus de l'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie. Même si nous avons battu la Serbie pour notre premier match, nous avons perdu contre les Néerlandais lors du deuxième. Et notre tournoi était donc terminé au bout de 2 rencontres. C'était déjà une réussite que nous soyons qualifiés pour la phase finale, et nous savions depuis le début que ce serait difficile. Mais nous avions tout de même eu le sentiment d'avoir nos chances. L'autre grande déception pour moi en Allemagne a été les dissensions au sein de l'équipe. Une équipe pour laquelle j'avais imaginé un beau tournoi. Ces difficultés ont nui, je crois, à notre jeu. J'étais le capitaine, et je m'étais fait un nom, en club comme au niveau international. J'étais également devenu une sorte d'icône dans mon pays, en grande partie à la suite de ma prise de parole l'année précédente pour pacifier les troubles politiques. Tout cela signifiait que chaque fois que nous allions quelque part, dès que les supporters me voyaient, ils se pressaient autour de moi pour me réclamer des autographes et se prendre en photo avec moi. Je n'avais jamais demandé ça, mais cela importait peu. Ce n'était pas une situation facile pour l'équipe. Je m'en rends compte aujourd'hui. Je sais que j'ai commis des erreurs à cette époque. Qui n'en fait pas? Mais je dirai toujours, la main sur le cœur, que même si j'ai peut-être mal géré certaines situations, je l'ai fait avec les meilleures intentions. En me mettant en avant pour représenter l'équipe prenant la parole, j'essayais d'améliorer l'image de la Côte d'Ivoire et de défendre la qualité de notre football. Malheureusement, je crois que cela a affecté l'esprit d'équipe et eu des répercussions sur certains de nos matchs et donc sur nos résultats. Pendant ce temps, les tensions politiques persistaient au sein du pays, qui restait divisé en deux. C'est dans ce contexte que je me suis rendu à Accra, au Ghana, début mars 2007, pour la cérémonie de nomination du joueur africain de l'année 2006. J'ai fait le voyage en compagnie de mon coéquipier, Michael Essien, qui était aussi en compétition pour le Ghana. J'ai été très fier ce jour-là, car ma mère était là pour m'accueillir en coulisses et m'a aidé à revêtir le costume traditionnel ivoirien multicolore. Et quand mon nom a été prononcé à voix haute, je ne connaissais pas le résultat à l'avance, j'ai été extrêmement honoré et ému. J'étais le premier footballeur ivoirien à remporter ce titre prestigieux. Parmi les précédents lauréats figuraient Georges Weah et Samuel Eto'o. Michael Essien était à la 3e place. Je me trouvais en excellente compagnie. Et nous étions tous fiers de représenter l'Afrique sous un jour positif à travers le monde. Le 4 mars, quelques jours après notre cérémonie, un heureux cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement et les forces nouvelles rebelles au nord, faisant renaître l'espoir d'une sortie de crise. Notre rencontre internationale suivante était un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations à Madagascar le 24 mars. Durant le vol du retour, après notre victoire 3-0, j'ai tout à coup eu une idée. Et si maintenant que notre pays n'était plus déchiré par une guerre civile? Je demandais au président de me laisser aller présenter mon trophée de joueur africain de l'année à Bouaké, le bastion des rebelles, une ville où aucune personne du sud du pays n'aurait envisagé de se rendre seulement quelques semaines plus tôt. Et puis, si c'était possible, pourquoi ne pas essayer d'y organiser le match retour contre Madagascar? Il était prévu le 3 juin, ce qui laisserait sans doute le temps au pouvoir en place d'arranger les choses.
je devais être reçu quelques jours plus tard par Laurent Gbagbo au palais présidentiel afin de lui montrer le trophée, ce qui constituerait une occasion idéale de le lui proposer. Dans l'avion, j'ai demandé à Jacques Anouma, le président de la Fédération ivoirienne de football, ce qu'il pensait de mon idée folle. Il s'est montré très encourageant, si bien que 2 jours plus tard, après avoir présenté mon trophée au président et à une grande assemblée, je me suis retrouvé à lui demander avec anxiété s'il pouvait accéder à mes 2 requêtes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mon idée lui plaisait et il m'a dit qu'il ferait assurer ma protection pour ce déplacement. Et effectivement, seulement 2 jours plus tard, le 28 mars, je me suis rendu au fief rebelle de Bouaké et j'ai été escorté par des soldats dans une voiture découverte jusqu'à mon lieu de rendez-vous avec le chef des forces nouvelles, Guillaume Soro, qui, le mois suivant, a été nommé Premier ministre, un nouveau geste de pacification. Sur la route, alors que j'exhibais ce trophée, qui avait désormais acquis une très grande valeur symbolique, incarnant la fierté à l'égard de notre pays et l'espoir pour l'avenir, j'étais étrangement calme et je ne me sentais pas menacé, que ce soit par la présence des soldats ou du fait que je me mettais potentiellement en danger en venant simplement dans cette partie du pays. Au contraire, j'ai été bouleversé de voir ces milliers d'hommes et de femmes dans les rues qui me saluaient, m'encourageaient, pour beaucoup en larmes. Une vieille dame accourut à côté de la voiture sur tout le trajet. D'autres se jetaient littéralement sur le capot, sautaient devant la voiture, essayaient de s'approcher de moi. La chaleur était accablante, et pourtant, tous ces gens avaient tenu à être présents pour me souhaiter la bienvenue dans cette partie du pays, faisant part d'un profond désir de réconciliation. Et j'étais là, moi, simple footballeur d'origine modeste, j'ai assisté à des scènes de pure folie et d'intense ferveur qui m'ont stupéfié et plongé dans un état de grande émotion. L'accueil que les gens m'ont fait ce jour-là m'a montré qu'ils étaient prêts à mettre de côté leurs différends, ce qui était un signe d'espoir très fort. Ils voyaient que c'était un point de départ sur lequel s'appuyer pour reconstruire un pays unifié. Le 3 juin, comme prévu, nous avons disputé notre match retour contre Madagascar à Bouaké. Pourquoi va-t-on là-bas? Est-ce que ça peut être dangereux? Se sont inquiétés certains joueurs. Les gars, on doit y aller, leur ai-je répondu. J'y suis allé, j'ai vu les gens, ils adorent le foot, ils vous adorent, ils adorent l'équipe, et ils nous ont toujours supportés, même quand on perdait. Alors on doit y aller. Les scènes de liesse avant, pendant et après le match ont été aussi démentes qu'en mars. La chaleur et l'humidité étaient insoutenables, mais la queue des gens essayant d'entrer dans le stade serpentait sur des kilomètres. Durant le match, à proprement parler, que nous avons gagné 5-0, les acclamations et le bruit ont redoublé, et j'ai été particulièrement ému et satisfait de marquer le dernier but. Il représentait tout ce que j'avais essayé de faire en organisant ce match ici. Montrer que, malgré tout ce qui s'était passé, nous étions encore un pays uni derrière une équipe. Ce match est devenu le symbole d'une tentative d'apaisement des dissensions. J'ai vu des soldats de l'armée y assister à côté des soldats des forces rebelles. J'ai entendu par la suite que les gens qui avaient été contraints d'abandonner leur foyer et leurs biens pour fuir au sud, quand la guerre civile avait éclaté, avaient décidé qu'ils pouvaient désormais retourner chez eux. On m'a dit avoir entendu, si Didier est allé à Bouaké, ça veut dire qu'on peut y retourner sans danger. C'était épatant de voir l'influence que nous avions en tant que footballeurs. 3 jours après le match, je me suis rendu pour la première fois depuis environ 15 ans dans 2 villages de l'ouest du pays dont mes parents étaient originaires.
Je ne parle pas le dialecte des habitants, et c'était donc un peu difficile de communiquer, mais mes parents étaient là, ainsi que des proches de ma famille élargie, notamment ma très chère grand-mère maternelle Hélène, une toute petite dame, belle et très digne, dont l'amour et la sagesse se voyaient dans sa manière de se tenir et de me regarder. Ça m'a fait très plaisir de retourner là où mes parents étaient nés. Cela m'a aidé à mieux les comprendre, à mieux comprendre leur vision des choses et ce qu'ils cherchaient dans la vie. J'ai été tout de suite saisi par les paysages et les odeurs de cette région torride, la vaste beauté de la campagne, la gentillesse des gens, tout m'a fait tomber encore plus amoureux de mon pays. L'accueil que j'ai reçu a été aussi fou que partout ailleurs où je m'étais rendu cette semaine-là. Le trajet en voiture, qui a duré 5 fois plus longtemps qu'en temps normal, en raison de la foule des gens amassés le long de la route, des gens qui pleuraient des larmes de joie, qui essayaient de me toucher, qui criaient, me faisaient signe de la main, le visage empreint d'amour. Cette visite m'a permis de redécouvrir mon pays plus en profondeur et de renouer davantage avec mes racines. Je n'avais jamais perdu ces liens, mais cette semaine-là les a renforcés encore plus, et à tout jamais. J'étais fier de ce que j'étais, un Ivoirien dans l'âme. J'étais fier de ce que j'étais devenu. Mais j'étais surtout fier de pouvoir procurer tant de joie et tant d'espoir à tant de gens.